Ça ne fait l'ombre d'aucun doute, l'actualité politique ivoirienne a été marquée ces derniers temps par beaucoup de rebondissements. On est confronté dans le monde entier à ce virus venu de la Chine, le coronavirus. La Côte d'Ivoire fait face également à cette pandémie du Covid-19, mais à côté de ce virus, il y a l'actualité sociopolitique qui est émaillée par les élections de 2020. À 6 mois des élections, opposition et pouvoir se regardent en chair de faïence. La société civile également noyée dans toute cette grisaille politique-là. Chers téléspectateurs de la chaîne panafricaine Afrique Média, sur ce plateau, nous recevons M. Théophile Sékou Ouaza, que vous connaissez très bien déjà, qui est un leader, qui est président de la 4e voie, la voie des 100 voix. Avec lui, nous allons évoquer les questions liées à la crise ivoirienne, mais également à tous les sujets sociopolitiques de la Côte d'Ivoire. Monsieur Théophile Sékou Ouaza, bonjour. Bonjour, cher ami. Nous sommes en pleine crise liée à la pandémie du coronavirus. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelle est votre appréciation en tant que leader? Au niveau de la situation du Covid-19, on voudrait surtout nous apaisantir sur la manière de gérer cette situation. Effectivement, c'est une pandémie mondiale, mais sur le plan local, au niveau de notre pays, la Côte d'Ivoire, il y a eu au départ de la situation des balbutiements au niveau du gouvernement. Et donc on a pris un peu, on a traîné un peu avant de prendre des décisions rigoureuses et vigoureuses afin d'éviter que cette pandémie soit répandue. Alors après cette situation, on a vu certaines autorités qui n'ont pas respecté les mesures de confinement. On a eu certaines situations défavorables. Et donc d'une manière générale, au niveau de la transparence de la gestion des fonds alloués au Covid-19, il y a eu un problème de transparence. Et quand nous regardons la situation des populations ivoiriennes, la situation des PME, des PMI, des différentes organisations, l'économie est totalement au ralenti. Et les mesures pour booster l'économie, pour remonter l'économie, ces mesures n'ont pas été correctement prises. Nous venons à peine de nous prononcer sur comment relever l'économie après le Covid-19. Et nous avons fait des propositions à l'État de Côte d'Ivoire. Et au niveau de ces propositions-là, elles se résument en 3 points essentiels. Nous avons proposé qu'au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, qu'on mette en place une plateforme numérique pour que tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, toutes les entreprises qui ont été touchées, qui ont un besoin de soutien, d'une manière ou d'une autre, puissent s'inscrire sur cette plateforme, de telle sorte que la traçabilité de ceux qui ont besoin de soutien et le suivi également du soutien obtenu doit pouvoir être vérifié par les uns et par les autres. La Banque mondiale a offert, aujourd'hui on est à 75 000 $ de crédit à la Côte d'Ivoire pour lutter faire face à la crise sanitaire, à la riposte contre le Covid-19. C'est un crédit. On avait dit comment rembourser cela, mais au-delà de ça, il y a la question des masques, puisque dans les mesures barrières qui ont été édictées, il y a le port obligatoire des masques. Mais les masques qui devaient être distribués de manière gratuite aux Ivoiriens, aux populations, cette distribution tarde à venir. On se protège comment? Les mesures barrières pour protéger les Ivoiriens et les Ivoiriennes, les mesures ont été prises tardivement. Et nous avons constaté que pendant que ces mesures ont été prises tardivement, plusieurs leaders ivoiriens proches du pouvoir en place en Côte d'Ivoire n'ont pas respecté ces mesures. Ça veut dire qu'il y a eu du favoritisme. Peut-être un dernier mot sur la question du Covid-19. Aujourd'hui, vous, en tant que président de la 4e voie, la voie des 100 voix, quelle est votre proposition concrète et quel est votre appel aux Ivoiriens pour faire front, pour lutter contre cette crise sanitaire qui aujourd'hui impacte le monde? Alors mon adresse aux citoyens ivoiriens et ivoiriennes, c'est déjà de respecter toutes les mesures d'hygiène qui ont été longuement diffusées sur les chaînes nationales comme les chaînes internationales.
se laver les mains, porter le masque, respecter les distances. Ce sont ces mesures que les Ivoiriens doivent prendre. L'autre mesure, c'est une mesure purement spirituelle. Il faut que les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui se sont rendus compte que l'homme, dans toute sa gloire, a ses limites, de se tourner également vers le ciel par la prière pour que le ciel puisse également nous aider. Voilà en somme ce que nous pouvons dire. Aujourd'hui, nous sommes à 6 mois des élections de M. Théophile Sekou-Ouaza et le président de la CEI a dit devant les partis politiques d'opposition et tous les partis politiques de Côte d'Ivoire que la crise sanitaire n'allait en rien entacher au calendrier électoral de la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes longuement prononcés sur cette structure de la CEI, sur son mode de fonctionnement, sur sa composition. Nous avons dénoncé cette CEI qui n'est pas impartiale. Nous avons déjà dit à plusieurs reprises que cette CEI est une bombe à retardement. Cette CEI est un instrument politique du parti au pouvoir pour confisquer le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Donc à partir de ce moment-là, les pas que pose cette CEI ne nous étonnent pas. Pendant que le monde entier est à l'arrêt à cause de la situation de Covid-19, le président de la CEI de Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre de faire une telle déclaration. Cela sous-entend qu'il est en train de vivre certainement sur une autre planète où il a un ordre de mission à exécuter avec un deadline qui lui a été clairement fixé. Donc il travaille dans sa logique à lui. Donc il ne fait que nous confirmer que la position que nous défendons, il est dans cette même logique-là. Et donc nous dénonçons également cette attitude du président de la CEI et nous nous disons de faire attention parce que l'histoire reconnaît les pas que nous posons. Hier, on a eu un Youssou Bakayoko qui est devenu tristement célèbre. Mais aujourd'hui, Youssou Bakayoko n'est pas une fierté pour la Côte d'Ivoire, n'est pas une fierté pour la démocratie. Même s'il n'y accorde pas de l'importance, mais l'histoire le retiendra. La semaine dernière, le président de la CEI, M. Fridolin Coulibaly, a reçu les partis politiques d'opposition et il a donné la date de l'enrôlement électoral qui est située du 10 au 24 juin. Les partis politiques d'opposition ont dénoncé ce fait-là. Un fait dû à la célérité de la procédure, puisque du 10 au 24, ils estiment que la date est très courte pour se faire enrôler sur la liste électorale. Aujourd'hui, vous êtes président de la société civile, président d'un mouvement de la société civile. Cette date qui a été donnée pour enrôler les Ivoiriens sur la liste électorale, quelle est votre appréciation, quel est votre point de vue sur cette décision? Le président de la CEI est dans une logique. Cette logique d'organiser des élections coûte que coûte pour maintenir le RDR, RHDP au pouvoir. C'est une accusation là. C'est une logique. C'est les pas qu'il pose, ce sont ces pas-là qui l'attestent. Plusieurs leaders du RHDP avaient déjà annoncé qu'ils puissent bénéficier déjà de plus de 3 700 000 électeurs. C'est une information qui est publique. Donc à partir du moment où ils ont une électorale de 2015, 2010, 2011, où ils ont 3 700 000 électeurs, ils n'ont aucun intérêt que de nouvelles personnes viennent se mettre sur la liste qui ne leur seront pas favorables. Donc à partir de ce moment-là, le président de la CEI continue dans la même logique. Sinon, dans un État démocratique, dans un État moderne, on n'a pas besoin d'attendre des élections pour faire des enrôlements. On n'a pas besoin d'attendre des élections pour identifier la population. C'est un travail administratif de tous les jours. Et donc, nous ne sommes pas surpris. Quand nous commençons le problème de l'enrôlement, on a d'abord critiqué le nombre de lieux d'enrôlement. Ils ont fait un effort pour augmenter un peu le nombre de lieux d'enrôlement, mais le nombre de lieux d'enrôlement est très insuffisant. La procédure est longue et dans la réalité, la période qui est communiquée, qui est donnée, ne permettra pas d'enrôler tous les Ivoiriens et les Ivoiriens qui veulent se faire enrôler. Si on vous posait la question de savoir, vous en tant que président de la 4e voie, la voie des sans-voix, M. Théophile Sekou-Ouaza, quel est le bilan que vous faites
de la situation politique en Côte d'Ivoire, surtout qu'on est en face d'une CEI que vous décriez. Depuis la prise du pouvoir par le président Alassane Ouattara, les activités politiques étaient pratiquement interdites. Les meetings, les rassemblements. De 2011, c'est seulement en 2015 qu'il y a eu un tout petit relâchement où quelques meetings politiques ont pu se faire. Je me rappelle encore d'un meeting de l'opposition à Korogo qui a été totalement interdit, bastonné, dispersé. Et donc au niveau des libertés individuelles comme des libertés collectives, on a un souci. Deuxième problème au niveau de la situation, on remarque qu'il y a beaucoup d'emprisonnements. C'est vrai qu'on prend toujours pour des délits de droit pour mettre des leaders politiques en prison. Donc on a noté plusieurs leaders politiques emprisonnés. Des anciens ministres, anciens chefs de l'État, le citoyen lambda, plusieurs ont été mis en prison. Donc la Côte d'Ivoire est devenue, pendant ce temps-là, une prison à ciel ouvert. Malgré cela, nous sommes en train de partir à des élections avec une CEI à 90% RDR. Donc la Côte d'Ivoire est sur un volcan dormant et nous avons peur pour les Ivoiriens et pour les Ivoiriennes. Et nous continuons de dénoncer cette situation politique délétère, cet état des lieux délétère, cette CEI qui ne rassure aucun acteur politique et nous avons peur pour la Côte d'Ivoire. Nous disons toujours que la Côte d'Ivoire est sur un volcan dormant. Si vous deviez, en tant que président de la société civile, président du mouvement de la 4e voie, la voie des 100 voix, si vous deviez faire un état des lieux, pas un bilan, mais un état des lieux succinct sur la condition sociale même de l'Ivoirien, quel serait cet état des lieux? L'analyse est la suivante et ça ne pourrait pas être autrement. Il nous est annoncé en Côte d'Ivoire une croissance économique qui est certaine. Mais il est important d'analyser ce qui a produit la croissance économique. La croissance économique produite en Côte d'Ivoire, il y a deux piliers fondamentaux. Donc au niveau de ces deux piliers, on a le premier pilier qui est l'agriculture. Et le deuxième pilier, c'est l'investissement. Donc on a beaucoup investi. Mais l'investissement en Côte d'Ivoire n'est pas un investissement qui repose sur les ressources propres de la Côte d'Ivoire. C'est un investissement qui repose sur un endettement massif. À partir du moment où vous reposez vos investissements sur un endettement massif, c'est-à-dire que la croissance que vous générez, c'est une croissance qui est née de l'endettement massif. Or, l'endettement massif, on s'endette auprès de qui? Auprès des grandes puissances à l'extérieur. Donc cette croissance économique, c'est une croissance économique empruntée. À partir de ce moment, la croissance économique qui est empruntée de l'extérieur, c'est une croissance économique qui va mettre la stabilité économique de la Côte d'Ivoire en difficulté. Ça, c'est le premier point. Alors, à partir du moment où, à l'intérieur, on ne produit pas des produits, on ne produit pas de la richesse, on n'industrialise pas le système de production en Côte d'Ivoire, on ne transforme pas nos matières premières, à partir de ce moment, on a un problème. C'est comme si la croissance économique que nous avons, elle est empruntée et la Côte d'Ivoire est obligée de travailler pour l'extérieur. Parce que lorsque l'extérieur vous prête de l'argent pour investir, vous devez rembourser cet investissement. Et donc les fruits de la croissance économique vont d'abord profiter à ceux qui ont prêté à la Côte d'Ivoire. Donc à partir de ce moment, l'État est dans une incapacité, le choix économique qui a été fait nous montre que nous sommes dans une incapacité totale de pouvoir apporter aux Ivoiriens une politique sociale durable et qui peut faire du bien à toute la population ivoirienne. Voici le problème fondamental. Associé à ce problème fondamental, il y a déjà une discrimination dans la gestion du pouvoir d'État. On avait déjà relevé à plusieurs reprises, le président Alassane Ouattara nous a réconforté dans cette position pour dire qu'il était en train de faire du rattrapage. Quand nous regardons tous les postes importants de la Côte d'Ivoire, tous les postes importants sont occupés par des proches du RDR et quand nous regardons, c'est généralement les gens de la même tribu, de la même région qui bénéficient de ces postes. À partir de ce moment, on a peur. Or, la Côte d'Ivoire est faite plus de 60 ethnies. Il n'est pas normal qu'une tribu, une région, puisse dans une saison, dans une période,
démontrer sa domination sur toutes les autres tribus, sur toutes les autres ethnies, sur toutes les autres régions. C'est un danger. C'est pour ça que nous disons toujours que la Côte d'Ivoire est un volcan dormant. Pendant que la Côte d'Ivoire est un volcan dormant, c'est normal que les Ivoiriens également soient sur ce volcan dormant. Alors, si vous deviez faire des propositions concrètes. La première des choses que nous allons faire, c'est d'arrêter l'endettement massif. C'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est de produire la richesse intérieure. C'est-à-dire quoi? Transformer nos matières premières sur place. On ne peut pas comprendre comment un pays comme la Côte d'Ivoire qui produit de l'EVA puisse importer des pneus. Comprenez? On a le cacao, mais on exporte pratiquement 90% de la production de cacao. Le café, le coton. Et donc ce sont des emplois qu'on envoie à l'extérieur. Ce sont des richesses que nous envoyons à l'extérieur. Le troisième élément sur lequel nous allons travailler, c'est au niveau du levier de la monnaie. C'est un levier assez important. Il est important qu'un pays qui veut être développé, un pays qui aspire à l'émergence, puisse penser à être autonome dans la gestion de sa monnaie. Quand vous étudiez tous les pays dits développés, tous les pays émergents, ils ont un trait commun, ils sont tous autonomes dans la gestion de leur monnaie. À partir du moment où nous ne sommes pas autonomes dans la gestion de notre monnaie, il nous sera difficile d'avoir une économie forte et durable. Le quatrième élément sur lequel nous allons travailler, c'est de faire travailler toutes les matières grises ivoiriennes, quel que soit leur bord politique. Nous sommes des adeptes de la gestion participative et collective. Nous refusons le fait qu'un clan, quel que soit son niveau d'intelligence, ne puisse avoir l'autonomie ou l'intelligence absolue. Il faut impliquer tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur tribu, quel que soit leur parti politique, mais que tous participent à la gestion de l'État. Bien, malin qui pourra d'ailleurs prédire l'issue de cette crise ouverte aujourd'hui entre Diom Soro et son père, Alassane Ouattara. Diom Soro aujourd'hui qui est visé par un mandat d'arrêt international, il a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle 2020. Depuis cette déclaration-là, aujourd'hui, il est visé par un mandat d'arrêt international. Il a été condamné après son retour manqué en Côte d'Ivoire le 23 décembre dernier. Il a été condamné à 20 ans d'emprisonnement avec 4,5 milliards d'amende, 5 ans de privation de ses droits civiques et politiques. Il a été condamné pour recel et détournement des deniers publics. Dans la constitution que nous avons actuellement, le président de la République est comme un roi. Il a le pouvoir exécutif entre ses mains. Il désigne celui qui dit le vote au niveau de la CEI. Donc indirectement, il choisit qui peut gagner une élection ou qui ne peut pas gagner une élection. Donc il a la possibilité par des manœuvres dilatoires politiciennes de diriger l'Assemblée nationale qui est censée être un contre-pouvoir. Il nomme les hauts magistrats au niveau de la Cour suprême, la Cour des comptes, c'est lui qui nomme les hauts magistrats. À partir du moment où il nomme les hauts magistrats, je ne vois pas comment la justice peut être autonome et indépendante. Donc on a un problème organisationnel de fond depuis plusieurs décennies. Et pour nous, nous pensons qu'il faut repenser le système de gestion de l'État du Côte d'Ivoire. Dans un premier temps, dans le fond, voici le problème qu'il faut déjà régler. Ensuite, venons aux questions que vous avez posées au niveau de l'indépendance de la justice, les déboires politico-juridiques de M. Soro Guépafoury Diop. Nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas surpris. Et cela est d'ailleurs totalement logique. Lorsque vous mettez ensemble pour porter un coup fatal à la mère patrie, déjà avec une rébellion, avec un coup d'État manqué en septembre 2002 qui s'est transformé en rébellion, avec les tentatives de coup d'État à l'intérieur, on s'est associé en 2010-2011 ensemble au Golf Hotel pour pouvoir attaquer la Côte d'Ivoire. Pendant qu'un président est élu, investi par le Conseil constitutionnel, toutes ces personnes se sont mises ensemble pour lutter, pour contester la décision du Conseil constitutionnel. Ça veut dire que le droit n'est pas respecté par tous ceux qui étaient au Golfe. Sinon, ils auraient accepté les recours et les négociations politiques.
Mais ils ont tous préféré la méthode de la force avec le soutien de la France, le soutien de l'ONUCI, le soutien de plusieurs puissances occidentales. Donc aujourd'hui, si cette même force qui a été utilisée pour prendre le pouvoir se retourne contre chacun d'entre eux, c'est tout à fait logique. Les mêmes causes produisent naturellement les mêmes effets. Nous ne pouvons dire simplement qu'à M. Guillaume Soro beaucoup de courage. Il connaît la maison, il connaît les mécanismes, il sait comment il peut faire, parce que c'est un enfant de la maison, un enfant du système, il sait ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Permettez-moi, M. Théophile Seko Ouaza, de revenir sur ce qui s'est raconté sur la toile et ce que les gens disent. Vous êtes un ex-membre de la CNC, la Coalition nationale du changement, je suppose, mais il est dit que depuis mars dernier, vous seriez en contact avec un certain nombre de personnalités ivoiriennes. Ces personnalités sont Kandia Kamara, son directeur de cabinet, M. Kouyaté Youssouf, et que dans le cadre de vos activités, vous avez proposé collaborer avec ces derniers pour mettre en place une certaine plateforme. Je suis un leader en Côte d'Ivoire et l'activité que nous faisons nous amène à discuter avec tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord politique. Nous ne sommes pas dans cette logique clanique, cette logique sectaire. Nous rencontrons les leaders du Front populaire ivoirien, que ce soit la tendance à Nguessan, que nous avons rencontré à plusieurs reprises. Nous avons rencontré à plusieurs reprises Aboudraman Sangaré, Simon Eve Bako, Lida Kwasi, Hubert Oulay, tout à fait normal. Nous avons rencontré plusieurs leaders du PDCI RDA, du MFA, de l'UDPCI. Nous avons rencontré également d'autres leaders du RDR, Joël Nguessan et autres. Voilà, donc c'est une activité totalement normale. Nous sommes des Ivoiriens qui vivons ensemble dans le même pays. Et le fait de se rencontrer régulièrement, discuter régulièrement pour échanger au sujet de la Côte d'Ivoire, au sujet de nos préoccupations. Et l'objectif pour lequel nous cherchons à rencontrer les uns et les autres, comme je vous ai dit tantôt, nous sommes sur un volcan dormant. Donc nous partageons notre inquiétude, nos inquiétudes de l'avenir de la Côte d'Ivoire pour cette année 2020 avec les uns et les autres, pour avoir eux aussi leur avis. Nous faisons l'effort pour interpeller parce que nous défendons les citoyens et les citoyennes. Nous ne voulons plus une autre guerre en Côte d'Ivoire, nous ne voulons pas une autre crise en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, certains militants ou certains envoyés sont un peu bornés en griffe. Et donc pour eux, lorsque vous êtes d'un bord, que vous voyez quelqu'un de l'autre bord, ils font tout de suite la chasse aux sorcières. C'est dommage. Je pense que c'est un manque d'éducation politique, c'est un manque de culture. Et je laisse cela au compte de ceux qui le disent. Chers téléspectateurs de la chaîne panafricaine Afrique Média, nous sommes au terme de notre entretien de ce jour. Nous recevions sur notre plateau M. Théophile Seko Ouaza, leader politique, leader de la société civile, même président de la 4e voie, la voie des 100 voix. Avec lui, nous avons évoqué les questions liées à la situation sociopolitique ivoirienne. M. Théophile Seko Ouaza, nous sommes à la fin de votre entretien. Vous allez regarder droit les téléspectateurs, vos chers panafricains, et vous allez adresser votre mot de fin à tous ceux et à toutes celles qui vous regardent aujourd'hui de par le monde. Merci. Merci à Afrique Média, merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Nous voulons simplement saluer ces combattants pour le développement, pour la prospérité de l'Afrique. Nous voulons dire que vous pouvez compter sur le président Théophile Seko Ouaza ici en Côte d'Ivoire pour mener le combat pour plus de justice sociale, pour que les sans-voix, les oubliés, les abandonnés de la République, que ceux-ci soient entendus. Nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour faire une proposition pour sortir la Côte d'Ivoire de cette situation sociale morose, cette situation économique appauvrissante. Et nous voulons faire lancer un appel à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriens, à tous les Africains de nous soutenir pour que ce changement-là puisse s'opérer d'ici la fin de l'année 2020. Je vous remercie.